conférence de Forbo Flooring System sur les nouveaux défis de la gamme Sarlon et Modup. Nous sommes heureux de vous accueillir sur ce webinaire, sur cette nouvelle conférence digitale. Un exercice, mais qui devrait être apprécié de tous. Nous allons attendre quelques secondes pour le temps de connexion des participants. Juste pour rappel, donc cette interview, ce webinaire sera donc enregistré et pourra être disponible sur notre site dès que possible. Également, pour rappel, tous les webinaires vous pouvez trouver donc sur le site et notamment sur les différents modes de pause, sur le webinaire neurosciences, etc. Donc n'hésitez pas. Voilà, pour continuer, nous sommes donc ravis de vous accueillir. Juste pour rappel aussi, Testé et Vacciné, toute l'équipe a choisi de vous présenter donc cette conférence digitale sans masque pour votre confort, notre confort oral et confort visuel. Voilà. Voilà, je pense que les gens sont connectés. Je n'ai pas la vision, mais je pense qu'au fur et à mesure, ça se connecte. Et bienvenue donc sur notre webinaire, les défis de gamme de sol, revêtement de sol, Sarlon et Modup. Aujourd'hui, donc, d'une durée totale de 40 minutes avec le déroulement en 3 parties. Une première partie avec l'intervention du cabinet Chauvin de Polynésie française, Marguerite et David, qui vont évoquer le concept bioclimatique et leur démarche de fonctionnalité sur leurs projets architecturaux, liés notamment à la localisation géographique sur papier, donc très intéressant. Et puis les intervenants, donc Forbo, Geoffrey Legroux, chef Habitat et en charge de la technologie Modup. Bonjour à tous. Patrick Pouet, qui est responsable commercial d'Omtom et qui suit notamment le cabinet Chauvin. Tout à fait, bonjour à tous. Et Fanny Gay, notre designer senior en chef et qui a notamment été à l'origine de notre collection Sarlon Trafic. Et puis moi-même, Valérie Druard, qui s'occupe de la partie santé et éducation, donc chez Forbo Flooring System. Alors, avant de débuter donc notre webinaire, je pensais partager déjà les premiers projets du cabinet Chauvin, donc de David et Marguerite, qui vont, pour moi, faire vraiment un focus sur le design fonctionnel et la particularité du concept bioclimatique donc qu'ils vont évoquer, donc super intéressant. Je vais laisser la parole à Patrick, qui suit notamment le cabinet David Chauvin. Merci. Donc, je voulais vous prévenir que l'interview a été enregistrée préalablement en raison du décalage horaire. Il n'était pas facile d'avoir David Chauvin et Marguerite Chauvin en direct. Donc, ce que l'on a fait, c'est que nous avons réalisé une interview. Et cette interview va être découverte par mes collègues ici en même temps que nous, de façon à ce que nous puissions discuter par la suite et échanger sur les propos tenus par David et Marguerite Chauvin. Bonjour David Chauvin, bonjour Marguerite Chauvin. Bonjour, je vous remercie de nous recevoir. Parce que je dis nous recevoir parce que nous sommes un petit peu chez vous. Vous êtes architecte en Polynésie française. Donc aujourd'hui, nous faisons une captation vidéo et nous allons restituer cette vidéo en direct pour le webinaire. Donc merci de nous recevoir dans les bureaux de notre partenaire commun MCM à Tahiti. Merci à vous de nous inviter à ce partage. Alors, effectivement, c'est un partage, c'est un temps où on va discuter ensemble parce que récemment, nous avons eu une collaboration commune pour une école. Nous allons l'aborder dans un deuxième temps. De par ce projet commun, nous avons appris à nous connaître. Et ce qui m'intéresse aujourd'hui, c'est que vous nous fassiez, après une présentation, un petit retour sur votre découverte de la gamme Sarlon Trafic Modup de chez Forbo Flooring. Mais dans un premier temps,
David, Marguerite, je vous invite à présenter votre activité et également, on va se prendre le temps de donner envie un petit peu à nos spectateurs de découvrir votre environnement et la culture de Tahiti, Polynésie française. Oui, je ne sais pas si tous ceux qui nous écouteront connaissent la Polynésie française, mais en quelques mots, on est au milieu du Pacifique et on est à peu près à 6000 km de toute terre habitée. Alors, il y a des chapelets d'îles, hein, il y a 118 îles en Polynésie française. Tahiti, c'est la principale et la plus grosse. Nous, on a notre activité dans l'île principale de Tahiti et on travaille dans la capitale qui est Papeete. Et ça fait 27 ans maintenant qu'on habite la Polynésie. On est des Français métropolitains d'origine, installés ici pour notre activité. Et on travaille, donc Marguerite et moi, nous sommes partenaires dans la vie privée comme dans la vie professionnelle. Et on s'est répartis un peu en fonction de nos tempéraments les rôles dans l'agence, où Marguerite est plus dans les couleurs et les choix de matériaux et les ambiances, et moi qui travaille plus la partie gros œuvre, volumétrie, proportion, équilibre des formes. Alors, bien sûr, nous avions déjà discuté ensemble pour les projets et puis pour préparer cette interview. Et lors de ces discussions, j'ai apprécié votre binôme parce qu'il y a effectivement, comme vous le soulignez à l'instant, cette répartition des rôles. L'un qui est plus dans la technique, l'autre qui est plus dans les aspects de design, le fonctionnel face à l'esthétique. Donc c'est pas une opposition, c'est une complémentarité. Et cette complémentarité, comment elle se travaille au quotidien dans un projet? Comment vous arrivez à basculer de l'un à l'autre? Est-ce que c'est chacun son tour? Est-ce que c'est peut-être des confrontations, hein. Il y a peut-être des moments où, comment ça s'exprime au quotidien ou alors sur un projet, parce que le quotidien varie peut-être avec le projet. Comment faites-vous? Allez. Dans l'absolu, c'est difficile a priori de distinguer la partie esthétique de la partie technique, puisque effectivement, chaque choix volumétrique engendre une manière de le construire. Et chaque couleur ou chaque matériau engendre un coût, engendre une façon un artisan qui va être capable ou pas de le réaliser. Donc les deux sont intimement liés. Par contre, moi, je sais que je ne perçois pas beaucoup les couleurs en tant que valeur et en tant que harmonie. Et par contre, ça, Marguerite y est beaucoup plus sensible. Donc, il y a un moment donné où, quand on a discuté ensemble d'un projet où on a bien compris où on voulait en venir, c'est-à-dire quelle atmosphère à quelle atmosphère on veut aboutir. Du coup, voilà. Par exemple, Marguerite décide des tons et des couleurs, et moi, je propose les surfaces et les proportions pour que cet équilibre soit en harmonie avec la volumétrie de l'architecture. D'accord, très bien. Ajouter quelque chose à ça Non, c'est ça. En fait, ça veut dire que j'interviens un petit peu au niveau des esquisses, donc quand le projet est conçu, et ensuite en phase plutôt terminale dans le choix des matériaux, de la décoration, pour essayer de respecter l'harmonie qui a été voulue au départ. Alors, à l'instant, on vient de dire qu'on est à 6000 km des côtes. On est donc loin. Ça implique peut-être des contraintes dans la gestion de chantier, dans la planification. Est-ce que c'est quelque chose qui est à intégrer très tôt ou c'est juste une contrainte qu'il faut faire avec Tous les matériaux, du coup, sont précieux parce qu'ils mettent des semaines à venir jusqu'ici. Donc, chaque fois qu'on fait un choix, on est obligé de le faire de manière très réfléchie, parce qu'on sait aussi que, par exemple, quand il va vieillir, il va falloir soit le remplacer partiellement
et c'est ça qui est encore plus compliqué qu'en totalité, et que donc on est dans des lieux où le matériau n'est pas disponible, et avec le temps, les flux tendus sont de plus en plus la norme chez les fournisseurs et chez les entreprises. Donc tout est précieux pour nous. Localement, on a quelques productions de matériaux, matériaux naturels, bois, il y a un peu de PVC qui est fabriqué, mais bon, globalement, quand même, 90% de ce qu'on pose est importé. Donc oui, c'est très important comme choix. Les choix sont quand même un peu plus limités, on va dire. Et en plus, le choix est plus limité. J'allais dire, forcément. Alors, on a le choix du matériau, on a également la disponibilité du geste, je dirais. Est-ce que le fait que les applicateurs soient formés aux techniques, aux technologies, est-ce que ça, c'est également quelque chose qui vous contraint? Oui, bien sûr, c'est très important que quand on ait un matériau, on soit sûr d'avoir un applicateur formé, compétent et, je dirais, j'allais dire fidèle, mais disons sérieux et puis pérenne. Notamment, il y a eu les périodes où on a commencé à faire beaucoup de résine en Polynésie et qui était peut-être quelque chose de très ancien en métropole, mais voilà, on manquait d'applicateurs, on avait des essais, les humidités, les conditions atmosphériques étant vraiment particulières, même ce qui est fait en métropole s'applique pas forcément au texto, ici, donc il faut des gens qui ont de l'expérience et qui ont le goût de mener à bien les vérifications et expériences dans le contexte local. Il est vrai que les DTU sont souvent réalisés dans le cadre de la France métropolitaine. On est souvent en exclusion pour les DOM-TOM. Donc c'est à l'appréciation locale. Donc ça complique juste le contexte. Alors on parlait justement de conditions climatiques et je vais rebondir sur cet élément parce que ce qui m'a frappé sur le projet de l'école de Tamanui, par exemple, c'est la recherche bioclimatique pour ce bâtiment, l'intégration d'une architecture bioclimatique. Alors, est-ce que je peux en avoir quelques mots pour que l'on discute ensemble de cet aspect de votre travail, parce que c'est quelque chose d'intéressant. Oui, c'est vrai que c'est un souci qui est maintenant planétaire et qui, pour la Polynésie, est un enjeu très important puisque son environnement, c'est aussi sa richesse pour le tourisme et puis même les habitants ont conscience d'être dans un pays quand même qui est très beau et qui est jusque-là assez préservé. Donc c'est un élément dont on tient compte. Alors de manière parfois pas aussi poussée qu'on ne le souhaiterait, surtout dans un contexte urbain. Il y a vraiment une architecture bioclimatique des zones rurales et des zones urbaines parce que les contraintes ne sont pas les mêmes. On ne peut pas tout à fait faire la même chose. Et nous, il y a deux éléments il y a trois éléments, disons, qui ont été très très importants pour le projet sur lequel on partage notre attention en ce moment. C'est la lumière naturelle, amener de la lumière naturelle au maximum, tout en protégeant des rayons directs du soleil, parce que le soleil apporte trop de chaleur. Et donc, pour avoir de la lumière sans soleil, c'est assez compliqué. Et le deuxième élément, c'était la température. Essayer d'avoir une ventilation naturelle malgré le contexte urbain, donc malgré la petitesse de la parcelle et puis qu'elle soit pas forcément, on puisse pas ventiler sur toutes les façades. Donc comme c'est la ventilation traversante qui joue, c'était compliqué. Alors ça, c'est un vrai challenge. Alors pour rappeler brièvement pour ceux qui habitent peut-être autour de Reims comme moi et qui sont peu enclins à utiliser l'architecture bioclimatique, l'objectif c'est de réduire l'usage de la climatisation par une ventilation naturelle des parois chaudes. Donc ça peut être, c'est surtout les toitures, n'est-ce pas, qu'il faut. Alors c'est la toiture qui récupère le maximum d'énergie solaire, oui. Donc l'idée, c'est qu'on arrive avec des moyens naturels, on ne descend pas en dessous de la température extérieure, mais l'idée, c'est que l'apport calorique solaire ne fasse pas augmenter la température de l'enveloppe et
et atteignent les pièces qu'on veut confortables. Donc ce troisième élément dont je parlais, c'est effectivement l'utilisation d'une énergie renouvelable et de limiter au maximum son utilisation. Donc on a des brasseurs d'air, on a des climatisations parce que c'est maintenant, je dirais, dans le contexte urbain, une nécessité, notamment par rapport au bruit qu'il y a aux alentours. Donc, on sait qu'à certaines heures de la journée et en certaines saisons, on peut vivre sans la climatisation. Et il était important, ne serait-ce que pour faire prendre conscience à chacun que c'était possible de permettre de pouvoir couper cette climatisation et d'avoir une ventilation naturelle ou mécanisée avec du brasseur d'air. Et en plus, il y a une approche pédagogique du fait que les enfants voient que cela est possible à l'école, ils peuvent en parler à la maison. Ça, c'est très, très bien. Il faut savoir aussi que quand on est sur un contexte d'île, on a une quantité d'énergie finie, même s'il y a de plus en plus de production d'eau chaude par le soleil, enfin par l'énergie solaire, qu'il y a de plus en plus de panneaux solaires. De toute façon, l'île possède une quantité d'électricité disponible finie, donc on ne pourra pas climatiser tous les bâtiments. Donc c'est important également d'utiliser le vent et la circulation naturelle de l'air pour rafraîchir, effectivement. On a vu le puits de lumière, mais on n'en a pas beaucoup discuté. Et chez nous, chez Forbo, on est quand même sensible à la lumière parce qu'on a des produits qui sont magnifiques, comme le Stardust, qui a cette petite poussière qui réagit différemment en fonction du soleil. Donc, on est toujours sensible. Quand un architecte nous parle de lumière, de soleil, ça nous évoque quelque chose. Alors, l'objectif pour ça, c'était quoi, David, pour ce puits de lumière? Oui, du coup, on ne l'a pas évoqué, mais le projet dont on parle, c'est une école maternelle Non, c'est que maternelle, là. On a que des élèves jusqu'à la section des grands. Donc, on a une section STP de tout petits, une section des petits, des moyens, des grands. Et du coup, de 13 classes. Il y a 4 classes par section, plus une section qui s'ouvre de tout petit. Et donc, oui, la lumière, on sait que non seulement c'est un confort, non seulement ça abîme moins les yeux que des lumières artificielles. Et bien sûr, sur toutes les matières, il y a une qualité qui varie dans la journée et qui varie dans les saisons. Donc, voilà, on est très sensible à la lumière. La lumière de la Polynésie est splendide. Par contre, elle est très, très violente. Et du coup, régler la puissance de la lumière, c'est quelque chose de très intéressant que j'espère on aura réussi dans ce projet. Et on attend ça avec impatience d'en voir le résultat. Il est vrai que la lumière en Polynésie comporte un taux d'UVB très très fort et que ça rend les photos magnifiques, mais pour les matériaux de construction, c'est très difficile. D'où l'importance de prendre des matériaux robustes. Et c'est vrai que vous avez fait de très bons choix. Vous avez choisi des matériaux Forbo pour l'école de Tamanui. Par exemple, je vais revenir un tout petit peu sur le design des matériaux qui ont été choisis avec un coloris comme celui-ci. Alors, à Tamanui, on est parti sur un matériau collé avec la gamme Sarlon Traffic, 19 décibels, donc qui vont apporter de l'acoustique et un design super sympa. Alors, ce qui est rigolo par rapport à ce que l'on a dit tout à l'heure, c'est que nous avons David et Marguerite et nous avons une gamme Sarlon Traffic Module Up qui a également cet aspect dual qui est à la fois très design et qui est très technique. Donc on est capable de répondre aux attentes de David avec des offres 19 dB, 15 dB, collé, non collé, en module up compact ou module up trafic. Et on est capable de répondre aux attentes de Marguerite qui ne va pas se poser la question de est-ce que j'ai choisi un module up, un 19 dB, un 15 dB, mais qui va se poser la question qu'est-ce que je vais mettre comme sol, comme esthétique? Et c'est là tout l'intérêt du nouveau book Sarlon Traffic, c'est que dans un même outil de travail, vous avez la capacité de répondre à tous vos besoins et même de résister aux lumières extraordinaires de Tahiti et de la Polynésie. Donc, est-ce qu'on pourrait discuter
un petit peu du choix des coloris, parce qu'on a choisi le Color Splash, qui est un des coloris phares, un des designs phares de notre gamme. Marguerite, quelques mots sur ce choix audacieux de prendre du Color Splash. Alors bon, déjà, on a fait le choix en concertation avec la directrice et, qui a envie que son école ait quand même un côté artistique. On va y pratiquer des activités artistiques, des activités ludiques. Et du coup, elle a flashé sur le splash pour la salle, la grande salle de motricité, d'activité. Voilà, donc on a vraiment envie de tenter cette couleur-là. Plein d'énergie pour les enfants, pour se développer. Les enfants vont arriver, vont courir, vont faire des galipettes, ou alors ils vont faire de la peinture, ils vont faire des choses comme ça. Donc ça sera le petit côté un peu artistique, surtout qu'on a quand même choisi de faire les peintures des murs, que ce soit des salles de classe ou même des autres salles, d'un ton un peu blanc cassé, légèrement teinté, légèrement un petit peu jaune, un peu lumineux. Mais donc la couleur sera surtout dans les sols. Donc c'était important pour nous qu'il y ait un choix pour avoir des ambiances différentes en fonction des activités qu'il y aura dans chaque salle, en fonction de l'âge des enfants. Voilà, pour le splash. D'accord. On est curieux de voir ce que ça va faire en grand. Oh, j'ai hâte. Alors, j'ai également un uni. Voilà, uni bleu. Un peu, qui pouvait me faire penser un peu au bleu clin et qui justement calme les esprits, on va dire. Donc on a mis dans la salle de repos, les petits font la sieste. Donc là, on aura une ambiance, je pense, peut-être avec aussi des occultants, avec ce bleu au sol. Voilà. Donc là, on va rechercher dans l'usage de la couleur les bienfaits connus, notamment du bleu pour apaiser, effectivement. Et là, c'est vrai que la vibration d'une couleur entraîne des états différents. Enfin, pour moi, hein, donc le bleu apaise. Après, certains bleus, hein, il y a des bleus qui sont... Voilà, celui-là... Celui-là, on est dans une couche d'usure teintée, donc la couleur est très profonde. Voilà. Oui. En plus, on s'était dit que l'idée, c'était quand même de garder un peu les couleurs des éléments. Donc, ça pouvait être la mer, le végétal, la pierre, voilà, le naturel. Est-ce que le mobilier est également coloré, par exemple? Le mobilier sera coloré, oui. Enfin, dans les salles de repos, je ne sais pas si ce sont des matelas ou des paillasses qui seront peut-être pas trop colorés, mais par contre, dans les salles de classe, le mobilier est coloré. C'est pour ça d'ailleurs qu'on a choisi le bois, qui est plutôt bleu. Alors le bois, il est caché ici. Voilà. Parce que là, effectivement, la couleur sera dans le mobilier. Il y en a un peu partout pour les enfants de maternelle. Et du coup, on a choisi le bois, en plus pour faire un peu un clin d'œil à l'aspect nature. Un peu nature. C'est un peu on est en ville, dans une école urbaine, mais on refait un lien avec la nature quand même. Voilà, on veut un peu calmer les enfants et puis leur donner une ambiance de nature. Il y aura sans doute justement vers le puits de lumière, peut-être qui pourront mettre des plantes ou des choses qui rappellent la nature. D'accord, merci. C'était le Pure Sheen Oak. On a également deux designs que j'adore, parce que notre ami Shani Gay, notre designer, est allé retrouver les tendances terrazzo. Je fais un petit peu abstraction de certaines choses et a remis des couleurs dans le fond et c'est superbe. Donc maintenant, je vais vous laisser en parler parce que c'est pas à moi de parler. Green Terrazzo pardon, pas Green Terrazzo, Green Graffito et Blue Graffito. Donc notre collègue Fanny Gay, qui va intervenir un peu plus tard dans le webinaire, qui a créé ces dessins. Elle est très fière de ces dessins et nous aussi. Donc voilà,
quels sont l'usage que vous avez prévu pour ces deux coloris, ces deux dessins, Marguerite? Alors, là, on les a mis dans les salles de repos, enfin repos entre guillemets des plus grands, donc les sections des grands, et peut-être il y en a une dans les moyens, une des grands. En fait, on a voulu différencier, et parce qu'en fait, ils ne font pas que dormir quand ils sont plus grands, donc on voulait quand même quelque chose qui a un petit peps, qui soit pas complètement uni, et puis ils risquent de faire aussi des activités, donc il y a aussi le côté pratique, c'est moins salissant, c'est qu'un uni en fait. Donc moi j'aime bien la vibration de ces couleurs-là, de ces choix. En plus, le vert, ça fait un petit peu, on dirait un peu des... Enfin moi je voyais un peu des, des feuilles vues au microscope, un petit peu des cellules. Donc c'est un côté végétal et le bleu un côté plus marin. Voilà. Donc après on peut rester un peu dans des thèmes nature, voilà, végétal, le marin, le bois, voilà. C'est un petit peu l'idée pour l'ensemble. Et le splash uniquement pour la salle d'évolution artistique un petit peu différente. Très bien, merci pour ce partage. Oui, c'est bien quand on passe d'un niveau à un autre, d'une classe du SG à SM, de voir une progression et qui n'est pas la même couleur, parce qu'un enfant, il sent sa progression en voyant qu'il passe d'une couleur à une autre. Voilà. D'accord, il va changer. Il va changer de hauteur de mobilier, il va changer de couleur, d'environnement, un autre univers. Ouais. Très bien. Le salon Trafic possède la laque extrême pure qui a une très forte résistance aux taches. Donc ça, c'est un point important dans le monde scolaire parce que les enfants, et on leur souhaite, vont vivre, faire des expériences et se salir et salir le sol. Et par chance, ce sera facile d'entretien. Donc, est-ce qu'il y a un usage particulier du sol encore à Tahiti? Je crois me souvenir que la texture était importante pour vous également? Ah oui, carrément. Je pense dans une école, c'est vraiment génial par rapport à un carrelage d'avoir un sol comme ça qui a quand même une petite souplesse et puis c'est quand même doux. Bon, donc il risque moins de se faire mal en tombant. Et il y a aussi l'aspect, à Tahiti, on est tout le temps pieds nus. Donc souvent, quand on va chez les gens, on rentre dans les maisons et on rentre dans les écoles, on enlève ses savates. Parce que les enfants sont la plupart du temps en tongs, enfin en savates. Et ils vivent pieds nus. Donc l'aspect tactile est vachement important, je trouve, dans le matériau. Donc même plus ils sont un peu moelleux, et mieux c'est. Et je trouve que c'est important pour dans les écoles. Hein. Donc Salon Trafic a coché un petit peu toutes les cases, c'est parfait. Ça, moi je trouve que c'est bien. Très bien. En plus, même s'il fait chaud, le carrelage, c'est un aspect quand même froid. Le matin, quand il arrive, il peut arriver qu'avec l'humidité, il fasse frais. Donc se mettre pieds nus sur du carrelage, c'est pas top. Hein. Donc ça aussi, au niveau même. C'est quelque chose qui peut surprendre les personnes en métropole, mais c'est quelque chose que j'entends très souvent dans les DOM. Hein. C'est le carrelage froid, c'est un reproche qu'on fait au carrelage. On peut le rechercher quand il fait vraiment chaud. Mais... Et puis il y a l'aspect acoustique aussi, c'est que ça permet d'absorber quand même un peu les cris, les sons aigus. On est dans une ambiance plus... comment on dit, hein, ça absorbe, oui, c'est un absorbant, oui, donc ça résonne, les salles résonnent moins. Je ne sais pas quel est le degré d'atténuation acoustique sur exactement... en matière phonique, parce qu'en matière acoustique, on comprend qu'il y a une transmission dans les étages en dessous qui est affaiblie, mais disons qu'après, au niveau de l'écho, je ne sais pas quelle est la performance exacte du... Peut-être tu le sais d'ailleurs. Moi, j'ai le book sous la main, et dans le book, on a au dos une fiche technique avec beaucoup d'informations techniques, et pour retrouver l'alpha-sabine de ce produit qui est de 0,05. Alors c'est pas son point le plus fort, hein, c'est l'acoustique au bruit l'absorption acoustique, mais déjà l'alpha-sabine, ça participe en réduisant le bruit à la marche, par exemple. Et effectivement, quand les enfants font tomber en salle de motricité les plots ou les planches sur lesquelles ils vont évoluer, tout ça participe au confort. Eh bien, merci. Merci beaucoup, David et Marguerite. Alors, je ne sais pas trop si on a respecté le timing ou pas.
En tout cas, ça m'a fait plaisir de discuter avec vous et de partager votre expérience sur l'école de Tamanui, qui est un beau projet. Donc, on va pouvoir en rediscuter peut-être un petit peu plus loin avec les autres personnes qui vont intervenir sur ce webinaire. Et est-ce que, j'ai une petite question subsidiaire, est-ce que vous voulez vous prêter au jeu de la question qu'on avait évoquée lors de la préparation de cet entretien? Est-ce que je pose cette question alors? Est-ce qu'on se lance? Vous êtes prêts? Puisque c'est en direct, on ne va pas se gêner. On t'aurait pas dit ça si jamais ça avait été du direct, mais là, allons-y. Alors, allons-y. Donc, la question, c'était un petit challenge pour se faire plaisir et de parler un petit peu de design. C'est, est-ce que vous sauriez retrouver dans la gamme Sarlon Traffic Module Up les courants qui ont influencé Fanny Gay, notre designer, les courants artistiques qui ont apporté des touches, des inspirations, des influences. Alors, avez-vous une idée? C'était la question culturelle du jour. Alors, on va commencer. Oui, oui, celui-là. Ça, c'est Jackson Pollock. Allez. Non, le splash, je sais pas, c'est pas tout à fait Pollock, ça coule plus, c'est plus rond, c'est plus tachiste, mais. C'est qui alors? Moi, je ne répondrai pas. Hein. Je laisserai Fanny répondre tout à l'heure. On a un peu le fil depuis 25 ans des contemporains dans la peinture. Mais c'est vrai que c'est. Je ne sais pas quel expressionniste tachiste ou je ne sais pas comment on pourrait. C'est effectivement avec les grandes coulures, son dripping, oui. Je comprends. C'est deuxième moitié du XXe siècle ou première? Je ne donne aucun indice, mais je suis impitoyable. On parie sur ça. Alors, non, mais c'est vrai que c'est possible qu'il y en ait un autre plus récent qu'on connaisse pas. Ouais. On n'est pas très. Et dans les autres gammes, mais pas le granito, si. Non, c'est l'ensemble. Hein. Ah, c'est peut-être aussi dans les ambiances des images. Ou c'est vraiment dans Non, c'est dans ce qui a inspiré le design du décor, du dessin. Donc ça peut être effectivement dans les graffitos, ça peut être dans les images, mais ça, après, il y en a, on dirait un peu les dessins, les peintures aborigènes, les petits points. Nous, c'est notre coin, hein, l'océan Pacifique et le Pacifique Sud, forcément, c'est ça qu'on voit. Après, les graffitos, ouais, là, c'est ça. Hein. Mais ça, oui, ça, je veux bien croire qu'il y a une référence, mais je ne saurais pas la dire. Ouais, on n'est pas très courant. Donc, pas de souci. Le but, c'était d'avoir un échange. Alors, on verra si vous avez gagné. On vous a posé la question, on a mal fait nos devoirs. On aurait pu réfléchir. Je ne voulais pas que ce soit une question piège. L'objectif, c'était de parler un petit peu, d'ouvrir un petit peu le champ de la discussion et d'aller vers les références culturelles. Mais comme souvent, lorsqu'on prend un dessin comme le doodle, on arrive à voir plein de choses différentes. Personnellement, j'y retrouve, ça me fait penser à des fossiles de fougères. Donc, c'est vraiment, chacun y voit un petit peu ce qu'il veut. Donc, on laissera Fanny nous donner sa vision de la chose. En tout cas, Marguerite, David, j'étais ravi de discuter avec vous et de partager ce moment. Je suis persuadé que vous donnerez envie à nos spectateurs de découvrir la Polynésie et de voir comment votre architecture va venir s'inscrire dans le paysage de Papeete. En tout cas, je vous souhaite une excellente fin de journée parce que pour vous, c'est le matin. Pour moi, c'est le soir, mais pour vous, c'est le matin. Et je vous dis à très bientôt. Et n'hésitez pas à revenir vers vos équipes de partenaires MCM pour vos prochains projets. À bientôt, David. À bientôt, Marguerite. Merci, Patrick. Bonne soirée. Bonne soirée. Merci, Patrick, pour cet échange. Merci, Patrick. Alors, petite précision, nous découvrons également cette interview enregistrée par Patrick et en remerciant donc Marguerite et David pour avoir partagé ce moment qui est très sympathique.
plein de choses à... On va rebondir. J'ai envie d'aller là-bas. Ouais, c'est ça. Donc, je passe la main à Fanny, qui va déjà nous dire si Marguerite a répondu au challenge. Oui. Globalement, il n'y a pas de mauvaise réponse. Mais oui, Jackson Pollock a été une des sources d'inspiration pour cette collection Sarlon et Module Up. Mais pas que. Il y a Memphis, le mouvement Memphis, pour les motifs graphiques, pour les couleurs, pour les associations de matériaux, le bois, les dessins graphiques, les couleurs. Et moi aussi, ce qui me tient à cœur en art graphique, c'est les dessins comme le doodle, donc une signature simple, mais pourtant avec beaucoup d'impact au niveau visuel, qui s'inspire du travail, par exemple, d'un artiste anglais qui s'appelle Mr. Doodle. Et enfin, pour les couleurs, je dirais que c'est l'inspiration du travail du chromatique du Corbusier sur les associations aussi des différentes couleurs, que ce soit des clairs, des moyens, des foncés, des saturés, des désaturés. Donc c'est ce qu'on a voulu pour cette collection, de pouvoir vraiment s'amuser à combiner différentes couleurs, dessins et matériaux. Donc c'était un défi pour moi de travailler sur cette collection, et je suis ravie que monsieur et madame Chauvin se soient appropriés cette collection, parce que pour moi c'est magique de voir ça, qu'ils s'approprient des créations et puis ils en fassent la leur pour faire une école, par exemple, comme on a pu voir. Et c'est d'être aussi dans l'air du temps, avec des nouveaux dessins, des nouveautés, des nouvelles couleurs, etc. Il y a eu aussi un défi technique avec des nouveautés, avec la couche d'usure teintée qu'on a introduit dans la collection. Donc, comme tu le disais dans la présentation, là, on est sur une couleur matière, une intensité de la couleur qui change au niveau visuel sur un sol. Et on a un deuxième défi technique, puisque la présentation, c'est le défi. C'est une couche d'usure, là aussi teintée dans la masse, mais avec un petit effet irisé qui s'appelle le Stardust. Vraiment un petit effet subtil. Je vous conseille de commander des échantillons si vous voulez voir, ou le book. Donc on a un effet poudré, très élégant, comme je disais, très subtil. Et vous pouvez voir que là déjà, il y a une identité au niveau de la couleur. On est sur des pastels, on est sur quelques coloris toniques, et surtout sur les coloris que vous voyez sur votre écran qui se situe en bas, on est sur des coloris argent, doré, cuivré. Donc amener un petit peu de bling bling sur votre vêtement de sol, pourquoi pas. Voilà, c'était l'idée. Ensuite, deuxième défi technique, au niveau design, hein, j'entends, hein, il y en aura d'autres après, c'est l'impression numérique. Pour la première fois à Forbeau Flooring, dans les collections de Reims, on a introduit des dessins qui ont été imprimés numériquement. Et pour moi, alors déjà, c'est un bel outil d'impression. On peut vraiment développer le champ des possibles comparé à l'impression conventionnelle. Donc là, on a des répétitions de dessins qui sont quasi infinies. Les couleurs, le choix des couleurs, on peut être aussi dans le quasi infini. Donc là, c'était un beau jouet pour moi, pour le développement. Donc dans les dessins imprimés numériquement, dit HD pour aller plus vite, il y avait deux tendances, les matériaux d'un côté, donc vous avez des bois, vous avez une pierre, vous avez un terrazzo, et l'idée c'était de combiner différents dessins ensemble pour vraiment faire des connexions entre les bois, les bétons, les pierres, les couleurs. Ensuite, on a la partie, toujours en dessin numérique, des dessins graphiques, avec 3 dessins, avec le graffito que vous avez vu, le cubique que vous n'avez pas encore vu dans l'interview, et le color splash, là aussi, la profusion des couleurs, profusion des dessins, vraiment un beau résultat pour cette collection Sarlon. Et enfin, pour moi, c'était aussi d'avoir dans la collection
d'avoir des connexions, comme je disais tout à l'heure, entre les dessins, entre les matériaux, entre les couleurs. Donc, pour vous permettre, dans votre pratique, si vous êtes architecte, par exemple, de pouvoir faire, et on l'entendait avec monsieur et madame Chauvin, de pouvoir faire des liens d'un dessin à un autre, d'une salle à une autre, pour pouvoir comment dire, combiner un uni avec un graphique, avec un bois, avec un béton, et tout ça en gardant une unité. Donc là, il y a plusieurs à l'écran, il y a plusieurs exemples qui vous sont présentés. Là, on est dans les tendances bleues, jaunes, gris, graphiques et des bois. Et puis là, voilà, vous avez plutôt une autre ambiance avec le color splash, avec les verts et les bois. Ensuite, là, on est sur les rouges, les bois, le terrazzo, avec le dessin stromboli aussi. Et enfin, voilà, une autre famille de couleurs, une autre famille d'associations. Donc, c'est comme ça que la collection a été voulue. En plus des défis design, esthétique, on a aussi eu des défis plutôt techniques, avec des nouveautés que je vais laisser Valérie et Geoffrey présenter. Voilà. Tout à fait. Donc, oui, des défis design, mais aussi donc techniques, une collection multifonction, on pourrait l'aborder ainsi. On peut retrouver 4 constructions donc, dans cette collection, 2 modes de pose. Toute la collection donc, est sous avis technique et certifiée donc QBUPEC et A+ pour la partie acoustique, avec aussi donc une grande nouveauté, notre Extreme Pure, donc un nouveau traitement, largement performant comparé à des lacs traditionnels, qui va donc performer au niveau notamment des agents tachants. Donc idéal en milieu hospitalier. On parle aujourd'hui même de gel hydroalcoolique, donc on est sur un traitement qui va performer à ce niveau-là aussi, qui va apporter donc un élément important aussi des propriétés antiglissantes du produit. Donc tout est dans cette collection de grande performance. Associé évidemment aussi à une fabrication, une conception française. Patrick, tu as parlé du site de Reims. Donc, nous sommes en Champagne-Ardenne, mais bien français. Et puis toute la particularité aussi des aspects environnementaux donc de cette gamme qui va apporter ou qui va contribuer à l'air intérieur sain, donc avec la classe A+, et puis des productions donc sans phtalates pour contribuer tout ça à l'aspect environnemental de cette collection. Voilà. Donc un outil unique, on peut l'indiquer, un outil unique qui va donc reprendre 4 constructions et 2 modes de pose, avec version acoustique, version compacte. Et dans cette version acoustique, on va retrouver donc Salon 19 dB, donc dont David et Marguerite ont utilisé donc pour leur école, avec un choix acoustique donc qui va donner donc la résilience maximale en termes de choc et de chute, et notamment pour les enfants. Je rebondis sur les enfants. Voilà. Ensuite, nous avons donc toute la version en version collée également, la version hybride, donc 15 dB. On n'en a pas trop parlé sur l'interview, mais intéressant aussi de le souligner par rapport au compromis de sa roulabilité, de son poinçonnement et de son acoustique, qui est un élément idéal, donc notamment en santé, pour faciliter la roulabilité donc des charges roulantes. Pour la version module up, donc sans colle, Geoffrey tout à l'heure va souligner, va nous apporter des éléments intéressants sur la technologie. On va avoir donc un système en pose libre avec avis technique et qui va donc apporter aussi de l'acoustique, donc compromis acoustique et sans colle, donc une nouveauté à découvrir. Et puis, dernière construction, donc un des derniers nés, c'est Module Up Compact, donc la version solide, très performante au poinçonnement et qui va permettre également de recouvrir en recouvrement, donc soit d'anciens supports ou même des vinyles sur mousse. Alors, je laisse la parole à Geoffrey. Merci Valérie. Alors c'est vrai qu'on a vu la multitude des défis qu'on a rencontrés avec cette nouvelle gamme. On l'a vu avec Fanny, on l'a vu avec toi sur la partie technique. Moi, mon objectif aujourd'hui, c'est de vous présenter justement la technologie Module Up. Cette technologie, c'est vraiment le symbole de l'innovation chez Forbo. C'était une technologie qui est apparue en 2013, où l'objectif était d'avoir à la fois un système qui permet de faire de la pose non collée, mais aussi d'avoir un système qui puisse respecter un peu le côté environnemental, de penser vraiment aux générations futures.
Comment on arrive justement à un système de pose non collée avec ce revêtement de sol et avec cette technologie? Deux choses. La première chose, ça va être en fait le produit et sa construction en tant que tel. Donc là, j'ai pris par exemple un échantillon de salon de trafic. On peut voir vraiment la souplesse en tant que telle du produit. On peut arriver facilement à la plier avec ses deux mains. Et je vais faire le même exercice, mais cette fois avec un module-up. On rencontre en fait qu'il y a beaucoup plus de rigidité dans le produit. C'est ce qu'on appelle la technologie D3S Core. C'est-à-dire c'est le double système de stabilisation structurelle qui permet justement d'apporter beaucoup plus de rigidité au produit, mais aussi d'avoir une meilleure stabilité au sol face aux différents types de sollicitations qu'on pourrait avoir. On prend l'exemple par exemple du chantier de monsieur et madame Chauvin. On est dans une école, il y a des chaises à roulettes qui vont être forcément tractées par les enfants ou même par les enseignants. Ça va porter justement de la sollicitation au revêtement de sol et grâce justement à notre technologie, le revêtement de sol ne veut pas du tout bouger. Alors comment après on arrive à fixer le produit au sol? C'est le deuxième objectif qu'on avait, c'est d'avoir cette bande de jonction qui va permettre la pose du revêtement de sol sur le support. Cette bande de jonction, elle est particulière. On n'est pas sur une bande, sur un scotch double face. On est sur une bande où la partie adhésive sera uniquement en face supérieure. Sur la partie inférieure que je touche ici, on peut se rendre compte qu'il y a très peu d'agents fixateurs et que le revêtement de sol ne va pas du tout adhérer au support. Et quand on voudra déposer le revêtement de sol après quelques années, le support ne sera pas du tout abîmé par la dépose de notre revêtement de sol. Donc ça, c'est important. Quand on sait, je vais juste vous donner un petit chiffre, quand on sait que 70% des futurs chantiers vont se faire avec des poses non collées, il est vraiment important de pouvoir respecter ce domaine-là. Comme l'a dit Valérie, le module-up, le plus gros avantage qu'on peut avoir avec ce type de produit-là, c'est le recouvrement d'anciens supports. On l'a vu avec monsieur et madame Chauvin. Ils ont fait le choix du salon de trafic 19TB. Et ça, je les remercie encore. C'est vrai que c'est un très bon choix de leur part. Dans leur prochain projet, ils pourront justement basculer sur le module-up compact, qui permet notamment le recouvrement d'un VSM acoustique. Alors ça, c'est quelque chose, c'est une thématique qu'on a déjà commencé à aborder avec monsieur et madame Chauvin, parce que le module-up, il nous apporte un avantage, notamment à l'export ou dans les dom-toms, parce qu'on n'a pas besoin de faire venir de la colle, on n'a pas besoin de gérer les déchets de colle, on a pas mal d'avantages et on peut recouvrir effectivement des sols existants. D'ailleurs, tu pourrais peut-être nous en rappeler les limites de ces sols qu'on peut recouvrir. Alors, il y aura uniquement 3 types de sols qu'on ne pourra pas recouvrir justement avec le module-up, qui sont tout ce qui est sol aiguilleté, donc ce qu'on appelle communément la moquette, les stratifiés, et enfin tout ce qui est support technique, qui ne pourront pas malheureusement être recouverts par le module-up. Pour plus de détails et plus d'informations sur ce sujet-là, comme l'a dit ma collègue Valérie, on a des avis techniques sur chacun de nos produits qui prouvent justement l'efficacité et la certification par rapport à cette technologie-là. Et je vous invite bien sûr à consulter ces avis techniques qui sont disponibles sur notre site internet au niveau de la rubrique documentation technique, ou bien aller directement sur le site du CSTB au niveau de l'onglet évaluation. Un des autres avantages aussi du module-up qu'on n'a pas précisé, c'est que c'est un produit qui est facile à poser, rapide et qui peut être aussi économique. Parce que forcément, quand on a parlé de la colle, il faut un temps de préparation, un temps de séchage, et on ne peut pas tout de suite accéder à nos locaux. Contrairement au module-up, on peut justement poser en milieu occupé. On prend les meubles, on les enlève, on pose notre module-up, et après on peut remettre directement le meuble dessus. C'est important pour une éducation ou quand on veut faire une rénovation, on peut intervenir beaucoup plus rapidement que sur une pose collée. Voilà, je crois qu'on arrive vers la fin du... On arrive vers la fin. Oui. Alors, j'aimerais juste ajouter un dernier petit détail quand même qu'on n'a pas évoqué, c'est sur la partie environnement que monsieur et madame Chauvin justement nous évoquaient un peu plus au départ. Ils aimaient beaucoup mettre en avant ce côté environnemental. Le module-up, ça répond tout à fait à cette problématique-là, où de sa fabrication qui est produite en France, avec, comme tu l'as dit, une technologie sans phthalate, avec une vraie sélection des matières premières pour la réalisation de notre produit, à sa mise en œuvre avec justement une limitation des troubles musculo-squelettiques pour le poseur, parce qu'il va passer beaucoup moins de temps sur le chantier, il y aura beaucoup moins d'opérations à faire, et enfin, jusqu'à son recyclage, parce que le module-up est recyclable à la fois au niveau des chutes de pose, lorsque le poseur va poser, et enfin, en fin de vie, où le produit justement pourrait être recyclé car il ne sera pas souillé par la colle. Et ça, c'est un argument qui est important, notamment pour monsieur et madame Chauvin. Et en plus, il n'arrache pas un sol collé, je maintiens mon ragréage en place, j'ai pas besoin de le refaire pour ma rénovation. Tout à fait. Alors les chutes de pose seront justement recyclées, je vais remettre un petit argument, via notre programme Tournesol. Et pour ce programme Tournesol, toutes les informations sur notre site internet, si vous avez besoin d'avoir un peu plus d'informations.
Merci Geoffrey. Oui, nous allons tout doucement terminer ce webinaire. Juste pour rappel aussi, parce que c'est important de retrouver en fait tous les services qui sont associés aussi à nos collections. C'est aussi bon, tous les accessoires bien évidemment, mais aussi sur notre site, vous pourrez retrouver donc le Floor Planner, qui va vous permettre donc de valoriser tous vos projets, d'intégrer vos visuels en situation et de pouvoir éventuellement générer donc un PDF pour les utiliser. Ensuite, évidemment, l'échantillonnage, bon, qui est bien sûr un point important, un service important pour Forbo Flooring System, disponible 7 jours sur 7, donc soit en échantillon libre, soit évidemment, soit sous forme de book. L'aide au choix qui peut aussi vous aider, parce que sur notre site aussi à Internet, trouvez donc facilement votre référence liée à un mode de pose, liée à une exigence, à une problématique de rénovation, une problématique d'acoustique, etc. Donc, et également un élément important pour nos prescripteurs, c'est de télécharger évidemment tous les objets BIM sur des logiciels type Revit ou Archicad. Voilà. Et puis le dernier service aussi important pour nous, qui est du domaine professionnel solier, c'est bien sûr notre assistance technique. Une assistance technique et des centres de formation qui sont sur le site de Reims, sur Rennes et sur Tours, avec toute une assistance technique nationale. Vous avez une problématique de reconnaissance de support, un démarrage chantier, une question technique. Voilà, vous avez toute une équipe à votre service. Voilà, donc retrouvez évidemment toutes les actualités Forbo sur notre site internet. L'enregistrement du webinaire, donc sans souci, vous pouvez le rediffuser et le partager. Moi, nous tenons à remercier David et Marguerite pour leur participation et puis avec toute l'équipe et puis à vous qui nous avez écoutés. C'est le moment, vous pouvez nous transmettre vos questions. Nous allons tâcher d'y répondre. Donc, nous avons un petit délai lié au phénomène Internet. Donc, nous pouvons répondre à vos questions dès que nous les recevrons. Alexandre, nous avons peut-être reçu une première question. Donc, en attendant, je voudrais remercier l'équipe qui est en charge de la production. Je pense à Alexandre, je pense à Vincent, je pense à Chloé. Merci pour vos actions qui nous ont aidés à tenir le délai. On a une première question. Combien de temps gagne-t-on entre une pose collée et une pose non collée? Ah, ça c'est une bonne question. Je l'attendais justement. Alors, il faut savoir que le modulable peut se poser à la fois dans des chantiers qu'on appelle de construction, où vraiment le bâtiment est neuf, ou en rénovation. Sur à peu près un chantier en construction, on estime que ça peut aller jusqu'à 30%, et sur la partie rénovation, jusqu'à 50%. Là encore, plusieurs critères vont rentrer en jeu, et c'est ce qui permettra de définir vraiment le temps de pourcentage qu'on pourra économiser justement sur la pose non collée versus pose collée du système. Donc on va gagner du temps parce qu'on n'a pas les sauts de colle à manipuler, on n'a pas la colle à appliquer, attendre le gommage. Tout à fait. Donc ce temps où la colle va évaporer ses solvants ou l'eau lorsqu'on fait les colles en phase aqueuse. Et donc ce temps-là va nous permettre d'avancer plus vite sur le chantier. Et également, quelque chose qu'on ne mentionne pas assez souvent, le fait qu'il n'y ait pas de colle avec le module-up, ça va enlever automatiquement des litiges potentiels, parce que si on ne met pas assez de colle, on a des soucis, ou si on écrase mal les sillons de colle, ça peut générer d'autres soucis. Ça, avec le module-up, ça n'existe plus. C'est ça. Une autre question, est-ce que les sols modulables peuvent recouvrir tous les anciens types de supports? Alors ça, on l'avait vu, on l'avait précisé un peu durant la présentation, ils peuvent recouvrir pratiquement beaucoup de supports, sauf 3, comme je l'avais dit, le stratifié, l'aiguïté et tout ce qui est plancher technique notamment, qui ne peuvent pas être recouverts par du modulable. Là encore, ce que j'invite nos participants au webinaire, c'est d'aller consulter soit notre site internet via la documentation technique où vous retrouvez tous les avis techniques, que ce soit sur le module-up compact, module-up graphique, le module-up habitat qu'on n'a pas évoqué aussi, qui est une construction aussi disponible via la technologie module-up, ou le module-up TE, qui est la dernière construction aussi disponible pour tout ce qui est support contre les barrières humides. Donc n'hésitez pas à aller directement sur notre site internet. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas, laissez-les sur le chat et puis on répondra ultérieurement sans souci. Voilà. Merci.
et à bientôt pour un prochain webinaire. Merci à tous. Merci. Merci. Merci.